Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau en mode débrief, voire même pré-débrief. On est au soir de la 10e étape du Tour de France. Le peloton vient d'arriver en haut du Mont d'Or, au Puy de Sancy. Et c'est l'occasion de faire un premier point sur ce Tour de France 2025 et d'analyser dans le détail cette première semaine de course, ces 10 premiers jours de course. On est en fait quasi à la moitié déjà de ce Tour de France. Et pour en parler, avec moi, comme à chaque numéro de Petit Plateau, Alexis et Damien. Salut les copains. Salut Salut tout le monde. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de me décrire avec une cote sur 10 ce que vous avez pensé de cette première partie de Tour de France. Vous pouvez évidemment me donner quelques mots pour expliquer votre cote. Mais donc, une cote sur 10. Et je propose de commencer par toi, Damien. Écoute, je viens de la descendre là, elle vient de diminuer d'un coup après l'étape Ah, du jour. Je vais rester mesuré, je vais dire 6,5. C'est pas top. En fait, c'est très inégal. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses vraiment super et des choses horribles. On n'est pas sur un 6,5 linéaire, quoi. Non, mais je développerai un peu plus après, mais voilà, on a du très bon et ouais. du moins bon. Alexis? Ouais, 6 maximum. Il y a eu des bonnes choses, notamment des beaux duels au sprint. Enfin, je reviendrai sur ce que j'ai aimé plus tard, mais voilà, quelques bonnes choses, beaucoup de choses décevantes, notamment aujourd'hui. Je pense que l'étape d'aujourd'hui aurait pu faire monter la cote sévèrement, sérieusement plutôt, mais ouais, 6. Parce que rien, vraiment rien d'extraordinaire, je trouve, jusqu'à présent, ou quasi rien. Ouais, ouais. Ben, je vous avoue que en préparant ce numéro, avant l'étape du jour, j'avais mis un 6 également et je suis tenté de la descendre Mhm. encore un petit peu. Je peux pas mettre que la moyenne parce que effectivement, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire et donc je vais me contenter d'un 5,5 sur 10 pour cette première partie du Tour de France. On vient de le dire tous les trois avec des bonnes choses, des moins bonnes choses. Je propose d'enchaîner directement avec de nouveau en quelques mots une chose que vous avez aimée sur ce Tour de France. Et bon, je propose de commencer cette fois-ci par Alexis, peut-être. Paradoxalement, cette étape-ci m'a vraiment énormément frustré, mais on va dire deux choses enfin, une chose que j'ai aimée et qu'on a rarement vue ces derniers temps, notamment l'année dernière, et qu'on regrettait, c'est que les échappés puissent jouer la gagne. Ça arrivait deux fois, presque trois. Donc voilà, ça c'est un petit point positif. Et voilà, le duel entre Milan et Merlier qui reste intéressant aussi. Oui, Ouais, oui, j'allais Damien. dire, moi je vais tricher un peu parce que tu dis une chose, mais je vais aller très vite. Je voulais citer plusieurs choses. Alexis, tu as cité les duels Milan-Merlier, ça clairement c'était dedans. Les bordures, quand même un petit peu. Le Ouais. retour progressif d'Arnaud Delis, ça fait plaisir. Si vous vous rappelez, je l'avais même pas mentionné dans la preview parce que je voulais rien en attendre et pas lui mettre de pression. Bon, Arnaud, il nous écoute pas, mais voilà. Donc ça fait plaisir. Le numéro incroyable de Van Der Poel, c'est quand même vraiment génial de voir un mec qui fait ça en plus pour faire plaisir à son pote. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais noté sur ma feuille une Visma non résignée. Bon, au final, ils ont été non résignés parce qu'ils ont essayé très mal aujourd'hui, mais je sais pas si je reste sur non résigné ou pas. Je l'avais noté en tout cas. À Ouais, suivre. à suivre. Toi, Ouais, Romain. je suis assez d'accord. C'est vrai que tu l'as cité, donc ça m'arrange bien parce que le coup de panache des Alpecin, alors les Total Énergie l'avaient fait la veille, ok, d'accord, mais là on est encore sur un autre Ouais, niveau. c'est Et clair. effectivement, on a un niveau, enfin on a un coureur de niveau top mondial qui, alors je vais pas dire se met à plat ventre pour son pote, parce que Ricard a plus roulé que Van Der Poel évidemment dans l'échappée pour tenter d'aller jusqu'au bout avec Van Der Poel. Il a manqué 770 mètres selon les chiffres officiels. Ça aurait été vraiment l'exploit de ce tour. C'est pas passé loin, mais donc effectivement, un coup de chapeau pour vraiment ce fait en particulier. Sinon, de manière générale, c'est facile puisqu'on en parle ici au soir de la 10e étape. Ben, moi, j'ai envie de mentionner Ben Healy parce que c'est un gars qui, on le connaît, on sait que c'est un fou qui écrase les pédales tout le temps. Mais ça a marché et ça nous montre que quand les équipes, elles osent des choses et que elles viennent de façon audacieuse sans nécessairement se dire, bah, de toute façon, on va quand même perdre, eh ben, il y a moyen d'aller chercher des choses, il y a moyen d'aller chercher une étape et il y a moyen d'aller chercher un maillot jaune, avec notamment Benelici. Donc, c'est de manière globale la course de IF Education First sur cette première partie du Tour de France. Et alors, à l'inverse, quelle est peut-être la chose que vous avez moins aimée sur ces 10 premiers jours? Je vais prendre le lead cette fois-ci parce que je vais faire la transition avec ce que tu viens de dire.
C'est une des choses que j'ai listées, c'est justement ces équipes qui n'essayent rien. Alors oui, c'est des étapes Mhm. plates, c'est des étapes de sprint. C'est bien beau de réessayer de passer des relais pour aller faire entre 12 et 20 au sprint. Moi, ça m'agace un peu. Ils ont eu raison de rouler après dans cette situation-là, mais ça m'agace un peu qu'on n'essaye pas des choses. Comme pour les bonnes choses, je me permets après de lister très très vite, et Alexis développera si je liste un de ces éléments. Bon, les chutes, bon, ça c'est la faute à personne, mais c'est toujours un peu embêtant, dont celle d'Almeida, qui peut être bien, si on peut dire ça d'une chute, mais moi ça m'embête, j'aurais voulu le voir contre Remco. Euh, un truc qui m'a plutôt énervé, c'est les incohérences dans les sanctions. Il y a des cartons jaunes qui ont été donnés, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des points en moins chez Milan, mais pas de carton, ni de déclassement, ni rien du tout. Je trouve qu'il y a eu des choses un peu bizarres dans les décisions. Les cartons, c'est bien si on les applique correctement. Donc voilà, c'est un peu dur à suivre. Et alors, bah, il y a un truc, vous le savez, je l'adore. Je dis pas qu'il a tort, c'est pas une critique envers lui, mais moi, Pogacar défensif comme ça me fait mal. Mhm. C'est un peu ce que j'allais dire également. Moi, ce qui me déplaît un petit peu, c'est cette impression, encore une fois, comme on le voit très régulièrement, c'est l'appréhension du dernier week-end. Enfin, ici, c'est pas le week-end, mais des dernières deux grosses étapes de montagne. Alors oui, Visma a essayé de mettre la pression sur Pogacar. Ils le font pas aujourd'hui, donc franchement, je comprends pas. Je me disais que leur plan, c'était hyper intéressant d'essayer de le fatiguer le plus possible avant le dernier week-end, mais ici, ils ne le font pas, donc voilà, très bizarre. Mais l'attitude de Pogacar, Remco et Vingegaard en eux-mêmes, les grands leaders, on va dire, pour moi, elle donne l'impression que voilà, et avec Remco, c'est clair, il a tout misé sur la très très haute montagne, quitte à perdre son punch, son explosivité, son tempérament. Et Pogacar donne cette impression-là aussi, même si lui n'a pas perdu son punch. Mais donc voilà, c'est un petit peu le fait que le parcours, la façon dont le parcours est dessiné, empêche un certain spectacle sur des étapes comme aujourd'hui qui ont tout pour offrir un spectacle. Je suis tout à fait d'accord et c'est ce que j'allais, pointer aussi. C'est effectivement je voudrais me focaliser un instant sur, cette 10e étape. On en attendait beaucoup. Ceux qui nous écoutent depuis, enfin qui nous écoutent à la régulière, le savent. Lorsqu'on a dévoilé le parcours, je l'avais dit, cette 10e étape, c'était selon moi la plus belle en termes de tracé. C'était celle qui Mm. pouvait être la plus spectaculaire. Ce qu'on n'avait peut-être pas pris en compte, en tout cas ce que je n'avais pas pris en compte au moment où j'ai dit ça, c'est qu'elle arrivait au terme de 10 jours de course. C'est quand même hyper rare, que les coureurs fassent 10 jours consécutifs, hein. D'habitude, le 1er jour de repos arrive quand même un peu plus tôt. On sait qu'il a fait très chaud par moment. Il y a eu aussi un peu de temps dégueulasse. Il y a eu du vent. Donc il y a eu beaucoup de choses effectivement qui ont peut-être un petit peu rincé le peloton. Et ce qui a le plus rincé le peloton, c'est les petits murs sans arrêt aux arrivées, qui, je trouve, sont à l'image de ce tracé global. C'est-à-dire que on est à 10 jours de course et pour l'instant, tout le monde attend. Tout le monde attend parce qu'on sait qu'on va arriver dans une montagne avec que des côtes, enfin que des arrivées, pardon, en col. Voilà, je suis très déçu par ce parcours en général. Et cette étape pour laquelle j'attendais énormément, pour moi, c'est la définition du pétard mouillé. Et ça l'est d'autant plus quand on a vu comment c'est parti. C'est parti super bien. Pendant une demi-heure de course, quand l'échappée s'est créée, il y avait vraiment plein, plein de choses chouettes à dire, à voir. Et puis après, bah, très sincèrement, et pardon pour le regretter, mais on s'est franchement un peu fait chier. Il y a eu deux, trois petits trucs. Et heureusement que Lenny Martinez va encore chercher quelques points, hein, parce que ce maillot, il intéresse personne. C'est hallucinant. Je ne dis pas qu'il est spécialement beau, même si quand on voit ce que je porte, si vous me regardez sur YouTube, voilà, chacun a son point de vue. Mais voilà, c'est quand même un maillot Ouais. distinctif. Et ça fait maintenant de trop nombreuses années que personne ne s'y intéresse vraiment. Alors je sais qu'effectivement et je peux comprendre aussi, hein, je reviens avec ce que je disais juste avant, on va avoir des étapes de montagne avec des arrivées en Ah altitude oui, systématiquement. plein. Donc ça signifie qu'à peu de choses près, bah, ce seront sans doute Poggi et Vingegaard qui vont aller se partager les points et donc ce sera chez eux que va tomber le maillot. Et Il ça, faut une je trouve que de réforme. nouveau, voilà, il faut une réforme peut-être du barème ou Claire. alors il faut, changer, le profil et c'est un profil de Tour de France que je trouve de plus en plus dégueulasse au fur et à mesure qu'on arrive dans Mais le vif du sujet. je te, je- alors, deux petites choses. Je te félicite d'avoir dit du bien de Lenny Martinez après ce qu'on vient de voir dans le final. Bravo. Euh, il fallait le placer. Non, après, oui, je vous rejoins sur comment c'est dessiné. Bon, le fameux adage qui vaut ce qui vaut, les coureurs font la course. Je suis désolé, c'est quand même une journée de repos demain.
trouve qu'on excuse un peu vite les coureurs quand même. Mais bon, après, moi, c'est facile, je suis pas sur le vélo, hein, mais je sais pas s'il y avait quand même pas moyen de faire aujourd'hui. Je me permets juste de faire un truc. J'attendais de voir si quelqu'un allait parler de la Belgique dans les bonnes et les mauvaises choses. Je vous Oui. prends juste une minute, parce que je ne sais pas si vous avez constaté, la Belgique, dans sa globalité, je vais le dire comme ça, je vais vous le détailler, n'a pas encore passé une journée sans avoir quelque chose au bout de l'étape. C'est-à-dire qu'en jour 1, je prends mon petit copion, on a Philipsen qui gagne, maillot jaune, maillot vert, Philipsen qui court dans une équipe belge Alpecin. Le jour 2, Alpecin garde le maillot grâce à Van Der Poel et garde le maillot vert avec Philipsen. Le jour 3, victoire de Tim Merlier, qui est aussi dans une équipe belge, à la Soudal. Alpecin garde le maillot, Tim Wellens prend le maillot à points. Tout ça, c'est quand on pleure, parce que Remco s'est pris une bordure déjà à ce moment-là, c'est parce que Van Eetvelt a chuté, c'est parce que Neis a chuté, des gars dont on attendait beaucoup. Je continue, le jour 4, c'est le moins bon jour, on n'a plus que Alpecin qui garde le jaune. Pas de coureur belge, mais c'est le seul jour où il n'y a pas un coureur belge qui a quelque chose de distinctif, puisqu'en effet, à partir du jour 5 et de la victoire de Remco dans le chrono, il porte le maillot blanc, il ne le quittera plus. On a eu Wellens qui a repris des poids, on a eu Alpecin qui a encore gardé le jaune. Donc voilà, et Merlier qui a enchaîné avec une deuxième victoire d'étape. Donc en gros, et aujourd'hui, pas génial, vous allez me dire, mais on a le maillot blanc. Et peut-être que finalement, on va pas avoir. Non. Ah non, Ben Illy prend le maillot blanc. Classement jeune. Eh ben voilà. Je vais te foutre ma chronique en l'air. Je l'avais préparé avant l'étape du jour. J'ai pas vérifié. Je passerai pour un con, mais c'est pas grave. En plus, on fait pas beaucoup de montage aujourd'hui. C'est pas grave. On va laisser. Voilà. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, c'était bon. Jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, j'étais persuadé et j'allais terminer en me disant peut-être qu'on va avoir un tour complet avec la Belgique qui a toujours quelque chose. Et ben non. J'étais content pour Ben Illy, mais finalement, non. Il a foutu mon truc en l'air. J'aime pas Ben Illy. Il m'a pas dit bonjour à Liège-Bastogne-Liège quand j'étais allé voir. Mais en même temps, comme tu l'as introduit, c'est voilà, c'est à la fois quelque chose de bien, quelque chose peut-être de moins bien. Et c'est peut-être dans ce pot, le pot belge, sans vouloir faire allusion à autre chose, que peut-être l'un de nous va aller chercher l'homme de la semaine. Si on veut maintenant rentrer un peu plus effectivement dans le vif du sujet, quel est le coureur que vous avez envie de mettre en avant pour cette première semaine? Il y en a Vas-y, Alexis. plusieurs. Je vais peut-être changer. Je vous dirai après qui je voulais dire de base, mais parce que Damien vient de dire du mal de lui, je suis obligé de mettre Ben Illy, qui va quand même chercher une magnifique étape 6. Là où j'avais dit qu'il allait chercher le maillot jaune, on le rappelle. Et puis il va quand même aller chercher le maillot jaune sur cette 10e étape. Donc voilà, c'est deux numéros quand même assez rares qu'on a vu, surtout sur l'étape 6, un numéro de dingue. Et là, sur un profil qui est quand même un petit peu dur, allez, le dernier col est quand même un peu dur pour lui. L'effort qu'il a fourni pour résister et pour prendre ce maillot jaune, franchement, c'est assez impressionnant et il le mérite amplement parce qu'il a été le chercher ce maillot. Non, mais évidemment, je blaguais. Et en Oui, fait, je sais. Oui, je sais. Mais évidemment que sur le rapport, comment dire, champion, ce que tu peux en attendre et ce qui s'est passé, ce serait Ben Illy. Après, moi, je vais rester sur Van Der Poel. Oui, c'était mon homme de base aussi. Ouais, une étape, le maillot, le numéro exceptionnel. Enfin, oui. Van Der Poel, j'avais plusieurs noms, mais Van Der Poel se dégageait un petit peu quand même. Ouais. Moi, j'ai un autre coureur encore, peut-être réagir pardon, à vos deux noms. Sur Ben Illy, effectivement, j'en ai déjà parlé aussi en début d'émission, mais c'est finalement, je trouve, le seul qui vient un peu s'immiscer entre tous les grands noms. Simon Yates, on pourra encore, donc vainqueur au Mont d'Or, on pourra encore ergoter, même si le mec sort quand même d'un Giro victorieux, donc c'est quand même pas n'importe qui non plus, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu les profils d'étapes et les vainqueurs, c'est chaque fois les noms qu'on attendait pratiquement. Et Ben Illy, alors on pouvait effectivement attendre un Ben Illy sur un fameux numéro, mais c'est quand même beaucoup plus une loterie de parier sur Ben Illy que de se parier sur un Pogacar ou sur un Van Der Poel. Et donc du coup, je trouve que Ben Illy effectivement le mérite, et Van Der Poel aussi, parce que Van Der Poel, il était attendu, il a répondu présent, il s'est amusé, il fait plaisir à ses copains, mais j'aurais envie de mettre un bémol sur Van Der Poel. Je ne comprends pas que Van Der Poel ne joue pas le maillot vert. On est sur un coureur fantastique qui était dans la course au maillot vert quand il décide de ne pas le jouer. Alors vous allez me dire peut-être qu'il le joue malgré tout et que son échappée avec Ricard, c'est pour aller chercher les 20 points
du sprint intermédiaire. Et ça lui fout en l'air pour le sprint final où il y a beaucoup plus de points distribués. Et donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est effectivement deux mecs qui méritaient d'être mis en avant, mais que moi, je n'ai pas choisi, parce que j'ai choisi Tim Merlier. Je trouve que Tim Merlier, Mm. c'est fantastique. C'est fantastique parce que Tim Merlier, c'est 2 sprints en fait sur ce Tour de France et c'est 2 victoires. Il n'a pas sprinté la première étape, il était dans la bordure malheureusement. Il n'a pas sprinté non plus, je ne sais plus quand. C'était l'étape numéro 7, si je ne m'abuse. Euh, donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Le mec vient dans une équipe où il est supposé rouler pour Remco, ce qu'il fait aussi, mais il se débrouille un peu tout seul. Il a Van Lerberg qui vient un peu le placer. Euh, les 2 sprints qu'il fait, il part jamais avec son train. On a beaucoup dit dans le passé, notamment sur le petit plateau, que Merlier avait besoin d'un train pour l'emporter. C'est plus du tout le cas. Le mec a une lecture et un pilotage dans le sprint. C'est hallucinant. Et alors, petite statistique que je vais passer aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu passer aussi, les 5 dernières victoires de Tim Merlier sur un grand tour. Ça signifie donc sur le Giro 2024 et sur le Tour de France 2025. Tu vas me dire que c'est face à Milan. C'est chaque Non fois Milan qui C'est termine vrai deuxième. Ah, ouais. C'est chaque fois Incroyable. Milan qui termine deuxième. Et donc, finalement, et petit clin d'œil évidemment à tous les supporters de Milan, dont Enzo qui nous écoute régulièrement, est-ce que cette stat ne veut pas tout simplement dire que, eh bien oui, Merlier est bel et bien le meilleur sprinter du monde devant Milan. Ouais, Je voudrais Vas-y, réagir ouais. sur 2 choses. D'abord, sur Merlier, j'ai entendu Enzo dans le coup tordu qui a avoué, il était bien obligé d'admettre, même avant ce tour, que Exact. Merlier était le meilleur sprinter du monde. Ouais. Et sur Van Der Poel, juste un truc sur le vert. En fait, moi, je pense qu'il n'abandonne pas quand il vient dans la course, mais il se rend compte à Mur de Bretagne qu'il n'aura pas le coffre, même si on voit le numéro qu'il fait après, c'est un peu, évidemment, c'est contradictoire, mais il y va, il prend le sprint intermédiaire. Je pense qu'il se dit peut-être, Mur de Bretagne, je vais aller prendre des points. Quand il voit comme il cale, je pense qu'il se dit, bah, je ne saurais pas le prendre, quoi, le vert. Ouais, Donc j'ai l'impression qu'il se résigne en se disant qu'il ne peut pas le faire. je pense aussi, ouais. Il a quand même fait plusieurs remarques comme quoi il n'avait pas la caisse. Et puis, il sait très bien le nombre de points que Pogacar va encore prendre sur cette fin de Tour de France. Mais justement, j'en viens à une autre question, on aurait dû l'aborder un peu plus tard, mais comme on en parle maintenant, autant le faire maintenant tout de suite. Le maillot vert, donc c'est Jonathan Milan qui pour l'instant le porte de façon presque omnipotente dans ce classement par points. Est-ce que pour vous, le maillot vert s'est joué ou il y a encore du suspense? Peut-être avant de vous laisser répondre, simplement, je regarde en direct, donc on est vraiment sur le quasi direct. Donc Jonathan Milan, 227 points. Deuxième, Tadej Pogacar, 163 points. Ça signifie donc qu'il y a 60 points de différence, 64 exactement. Et puis suivent Binyam Girmay, 151 et Tim Merlier, 150. Et puis Mathieu Van Der Poel, déjà très très loin avec 128 points. Donc je reprends ma question. Est-ce que selon vous, le maillot vert s'est joué? Est-ce que Milan ira avec le vert à Paris? Ah, j'allais te demander de préciser ce que tu voulais dire par Ouais. jouer. Pour qui tu voulais le dire, en fait? Parce que non, pour moi, pas du tout évident que Milan Non. va le ramener à Paris. Je t'aurais même dit, avant l'abandon d'Almeida, que c'était Pogacar le favori. Très clairement, même avec Milan devant, quand je vois tout ce qui reste. Maintenant, j'avoue qu'avec l'abandon d'Almeida, je me dis que Pogacar va peut-être rester un peu plus défensif comme il est pour l'instant, peut-être un peu moins cannibale. Je pense que c'est une grande chance pour les échapper, cet abandon d'Almeida. Et donc, c'est peut-être aussi la chance de Milan. Et donc, j'ai envie de te dire que finalement, tu m'aurais posé la question avant l'abandon, je t'aurais dit oui, c'est joué, mais pas du tout en faveur de Milan, en faveur de Pogacar. Et là, maintenant, je vois du suspense. Ouais, moi je pense Alexis? qu'il y a plus beaucoup de points à prendre pour Milan. Donc en plus, si on décide de lui enlever des points quand il fait des sprints, enfin pas des sprints irréguliers du coup, mais à juste titre quand même, hein, quand il met des coups d'épaule, voilà, ça va être compliqué d'aller le chercher, je pense quand même, parce que il a encore quoi, une étape qu'il peut Et aller les gagner. Alors évidemment, intermédiaires, il y a pardon, je peut-être te des coupe, mais sprints je sais intermédiaires, pas. mais voilà, j'ai pas. On est en direct, comme tu dis, Romain, j'ai pas encore pu aller regarder, mais voilà, il doit miser sur les sprints intermédiaires, ça c'est sûr. Mhm. Regardez un petit peu. Ouais, ouais. Oui, effectivement, je pense que ça va jouer entre ces 2 hommes, Milan contre Pogacar. Et je suis assez d'accord avec vous, et notamment l'abandon d'Almeida qui va peut-être rebattre les cartes pour Pogacar. Pogacar qui montre quand même une certaine frilosité dans ce début de tour, même si il est devant, il est en jaune, 2 succès d'étape déjà. Mais enfin,
C'est clair qu'on s'attendait peut-être à ce qu'il écrase davantage cette première semaine. Et la question qui va se poser, c'est effectivement, est-ce qu'il va vouloir être gourmand sur cette seconde partie de tour et aller chercher d'autres victoires d'étape ou se contenter, entre guillemets, de gagner un quatrième Tour de France, pardon. Ça, c'est la question. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir un petit peu quel sera le sort des échappés dans les prochaines étapes. Et alors, ben, voilà, Pogacar, 2 victoires d'étape. On a cité Merlier, 2 victoires d'étape. Van der Poel. C'est un peu toujours les mêmes qui gagnent. On a vu qu'il y a beaucoup d'observateurs qui regrettent sur cette première partie du Tour le fait que bah, c'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Est-ce que c'est aussi votre avis? Sur ce tour, non seulement on a eu, comme je disais, des échappés qui ont gagné. Moi, je ne m'attendais pas à Philipsen qui gagne, donc ça fait pour moi déjà 3 victoires surprises. Et pour le reste, c'est attendu, quoi. Je veux dire, on s'y attendait. Donc non, pas déçu plus que ça, parce qu'on le savait. Heureusement, on a le Giro et d'autres courses pour nous donner un petit peu de changement. Donc voilà, on savait que ça allait être le cas, et ça va être encore pire sur cette fin de Tour de France. Donc voilà, pas, pas plus déçu que ça. Enfin, moi, vous devinez un peu ma réponse, vous me connaissez maintenant, mais je le regrette pas du tout, mais vraiment pas du tout. Petite parenthèse, Pogacar, personne n'en a parlé pour l'homme de la semaine. Comme tu l'as dit, c'est 2 Ouais. étapes, c'est le maillot, c'est un chrono incroyable, mais voilà, il est frileux et personne n'en parle. Bon, voilà. Je le regrette pas. Vous savez, moi, que j'aime bien les affrontements entre les champions. Pour moi, c'est aussi l'essence du sport en compétition, c'est de voir les meilleurs s'affronter. Euh, je regarde pas beaucoup de tennis. S'il y a Alcaraz Sinner, je vais regarder. Voilà, j'aime bien quand c'est affrontement entre les champions. Et ce qui me plaît ici, c'est qu'on a eu des matchs. C'est-à-dire que Milan Merlier, c'est très serré. C'est-à-dire que Pogacar, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on garde dans l'esprit qu'il archi-domine. Il n'a pas encore décollé une seule fois Vingegaard. Donc, ça me gêne pas alors si c'est ces deux-là qui sont devant, pour autant qu'il y ait un match, quoi. Même Remco, on avait dit il va mettre une branlée à tout le monde. Bah, finalement, par rapport à Pogacar, il y a même eu match. Donc, au final, ça m'embête pas là que les favoris gagnent. On n'a pas une surdomination. On a une surdomination des favoris sur les autres, mais pas une surdomination entre les favoris. Mhm. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est bien. Ouais, il y a aussi effectivement le fait qu'on retrouve sur le Tour de France les noms qu'on retrouve sur tout le printemps des classiques. Et c'est peut-être ça aussi qui vient parfois un petit peu nourrir l'agacement de certains. En fait, on revient à un cyclisme total comme ce qu'on a connu avant finalement les années 90, quand c'était les grands champions, les Merckx, les Hinault qui gagnaient tout sur l'ensemble d'une saison et pas seulement sur un printemps des classiques ou sur un Tour de France ou un été des grands tours. Et il y a peut-être ça effectivement qui revient. Après, c'est vrai, il n'y a pas d'étonnement. Il y a peu de surprises, mais ça montre aussi combien effectivement les gars sont à niveau. Et c'est vrai que si je reviens un instant sur le tracé du Tour, on avait tout de suite dit que le seul intérêt finalement d'un tel tracé, ce serait d'avoir cet affrontement entre Pogacar et Vingegaard, et que bah, pour avoir un tel affrontement qui est du suspense, il fallait ce type de profil de Tour. Ben voilà, on est en plein dedans. On a passé la première moitié qui était davantage propice aux Slovènes. Tu l'as dit, Damien. Jonas Vingegaard pointe aujourd'hui à 1 minute 26 de mémoire, mais sans prendre une seule seconde de retard sur le terrain, en dehors du chrono et des bonifs. Est-ce que ça signifie qu'il y a encore un vrai match entre ces deux-là? Ou bien maintenant qu'on va arriver sur le terrain plutôt profil a priori de Jonas, c'est joué, Vingegaard va gagner le tour? Ah, Ou au contraire, Pogacar, quoi qu'il arrive, est imbattable. On a dit tantôt, hein, il est un peu frileux, il est peut-être un peu timide, il se préserve. Est-ce qu'il ne se réserve pas pour finalement jouer totalement défensif sur ce tour et chaque fois aller grappiller ce qu'il faut sans jamais se mettre en péril? Qu'est-ce que vous attendez, enfin, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez de ce duel entre Pogacar et Vingegaard? Écoute, si on se base sur les dernières informations qu'on a, c'est-à-dire le Dauphiné libéré et le Tour de France 2024, c'est plié, largement, mais largement. Mais si on se base sur le fait que Vingegaard, au final, comme tu dis sur le terrain, il sait suivre, alors que c'est le terrain de Pogacar de base, et qu'il est extrêmement maigre, qu'il a l'air de s'être vraiment préparé sur la haute montagne, qu'il a une meilleure préparation que l'année dernière, etc., etc.,
Et aussi le fait qu'on ne sait jamais. Je l'ai dit, hein, avant le Tour de France 2024, on ne s'attendait pas à ce que Pogacar inverse la tendance de cette manière-là. Voilà, si on part de ce principe-là, non, c'est pas à gagner du tout. Donc moi, je conserve une petite idée de suspense, mais ça dépendra uniquement, est-ce que Vingegaard a su reprendre le retard qu'il a perdu l'année dernière en haute montagne. Et ça dépend aussi si le plan Visma, qui est un petit peu au petit bonheur la chance, qui est d'épuiser Pogacar tout du long du tour, fonctionnera ou pas. Et, euh, et voilà, donc impossible à dire à l'heure actuelle. Moi, j'aimerais bien t'entendre avant cette fois-ci, Romain, parce que j'ai pas une envie très tranchée. J'écoute vos arguments et puis je vais donner ma réponse. Oui, bah, c'est vrai que, en fait, à travers, le match Pogacar-Vingegaard, il y a aussi le match entre les 2 équipes, qui s'est fortement rééquilibré, bien évidemment, avec d'une part l'abandon d'Almeida sur chute, mais aussi je dirais le manque, je ne vais pas dire d'investissement, mais en tous les cas, si on enlève Timo Wellens qui fait une première partie de tour extraordinaire, au service de Pogacar, Adam Yates, je crois qu'il est sur la start list, il faudrait vérifier. Sivakov est passé par la fenêtre lors de la première étape de montagne, en même temps que les sprinteurs. Et puis derrière, c'est tout. On a vu un Nils Pollitt qui refait le même numéro que l'année passée, qui vient rouler enfin, qui enchaîne 3 cols consécutifs, ce qui est assez hallucinant. Un Narvaez est costaud, il est toujours là, mais est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose à part ramener les bidons de la voiture? Après, c'est nécessaire aussi, hein, mais enfin, voilà, l'équipe UAE n'est pas du tout dominatrice ou dominante comme on aurait pu s'y attendre. Et à l'inverse, on a une Visma avec un Jorgensen qui paraît très très solide, encore plus que l'année passée. On a un Simon Yates qui a commencé sans doute le tour avec les jambes un peu lourdes de son Giro, mais qui commence à revenir dans la partie. Et forcément, son succès ici au Mont d'Or en est sans doute la preuve. On a un Sepkus qu'on n'avait plus vu, entre guillemets, aussi fringant. Bon, c'était par épisode, par à-coup, mais qu'on n'a plus vu depuis très longtemps à ce niveau-là. Et on a même finalement un Victor Kampenhardt qui peut faire des dégâts en mettant un train d'enfer en tête de peloton. Finalement, il y a juste Wout van Aert qu'on voit seulement par épisode, qui va nous faire une deuxième place à un sprint massif, qui parfois vient donner un coup de... Voilà, c'est très difficile à lire l'état de forme du Belge. Mais sinon, en dehors de ça, effectivement, l'équipe Visma a certainement, enfin sans doute, les moyens, effectivement, de faire beaucoup de mal à l'équipe de Pogacar. Est-ce qu'ils font du mal à Pogacar? Moi, j'en ai pas l'impression. Il y a pas mal de personnes qui analysent les traits du visage, la couleur des lèvres et compagnie pour dire bah, Pogacar, il n'a pas l'air si bien que ça, encore aujourd'hui, hein. On l'a quand même vu rarement dans les 6-7 premières places du peloton. Il était toujours dans l'œuf, comme on appelle ça. Bon, il met quand même après une mine sur l'arrivée finale où Jonas Vingegaard a su suivre sans problème. Et donc, c'est vrai que si on enlève le chrono, eh ben, on se dit, bah, Pogacar, il n'est pas aérien du tout par rapport à Vingegaard. Il gagne, il prend les bonifs, mais il ne parvient pas à décrocher Vingegaard. Et Vingegaard, on se dit, bah, sur un terrain qui n'est pas le sien, son équipe le met en orbite, et puis effectivement, il parvient à suivre Pogacar et à attendre son heure. On sait que lui, c'est plutôt dans l'endurance, la troisième semaine, où il va être fort. Et puis il y a le chrono qui est venu, entre guillemets, tout chambouler, où Pogacar était plus fort que ce qu'on imaginait. Vingegaard est passé, entre guillemets, à travers la fenêtre. Et donc, du coup, honnêtement, on est au soir de la 10e étape, on ne sait pas, enfin moi je ne sais pas, j'aurais tendance à dire de ce que je vois que Vingegaard reste enfin, même pas à portée de fusil, que Vingegaard reste dans le dos de Pogacar et va lui planter le poignard au moment où Vingegaard l'aura décidé. Mais d'un autre côté, c'est quand même Pogacar qui, de nouveau, sans être impressionnant et autres, ben, boucle cette première semaine avec une minute d'avance sur tout le monde, une 20 sur Pogacar, avec 2 victoires. Donc je m'interroge. Honnêtement, pour moi, c'est du 50-50 à ce stade. Mhm. Ouais, je suis assez d'accord. Je peut-être pas dit 50-50, mais j'ai beaucoup plus de doutes effectivement qu'au départ. Et moi, j'analyse pas spécialement les traits de visage, mais effectivement, j'ai l'impression de pas voir le Pogacar qu'on voit Ouais. d'habitude. Et donc ça, c'est autre chose de voir le visage. Après, est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a du bluff peut-être? J'en sais rien, parce que souvent on dit que les chronos, c'est quand même révélateur aussi. Donc quand tu vois le chrono qui sort, il peut pas ne
pas être bien, mais bon, je sais pas. On peut se dire aussi que généralement, le grand Pogacar, il contre. Ici, il sprint quand même à la fin pour essayer de faire un petit écart. Normalement, il le fait pas. Il attaque, puis il voit Vingegaard de la roue. Bon, ok, ça va, on s'arrête là. Et limite, le groupe derrière est revenu sur eux et il laisse faire. Bon, il s'en fout des autres, tu me diras. Il a que Vingegaard à regarder. Mais je sais pas. Je suis tout à fait d'accord aussi avec ton analyse sur les équipes. On avait dit dans la preview beaucoup plus de points d'interrogation chez Visma. Au final, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Chez UAE, tu as des certitudes. Wellens, Almeida, qui est plus là. Je mets des points d'interrogation sur tous les autres, en fait. J'exagère un peu, mais en tout cas, sur tous les autres qui doivent être là en montagne. Ouais, Adam Yates, oui. Alors, je vais un tout petit peu le défendre. Tu dis ce qu'il est sur la start list. Aujourd'hui, il a répondu à une attaque de Jorgensen. Il a ramené une fois. Mais c'est la première fois qu'on le voit sur le tour et il a répondu une fois et puis c'est rideau quoi, derrière. Donc, effectivement, c'est inquiétant. Je sais pas. Ouais, c'est vraiment très interrogatoire. Enfin, je m'interroge beaucoup sur Pogacar. Euh, on sait aussi finalement qu'il va participer à la Vuelta. Est-ce qu'il roule à l'économie peut-être aussi? Déjà, c'est un peu dangereux peut-être face à Vingegaard, mais je sais pas. Est-ce qu'il roule à l'économie? En fait, je me dis, si vraiment c'est ça, si le but c'est aussi de pas trop dépenser d'énergie pour une Vuelta, à l'inverse, tu vas essayer de tuer le tour tout de suite. Mais c'était peut-être pas le terrain. Peut-être qu'à Hautacam, on aura une réponse. De voir quelle va être l'attitude de Pogacar. Si Pogacar il n'arrive pas à faire une grosse différence sur Vingegaard, je commencerai à me poser vraiment des questions. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que s'il s'inscrit à Vuelta, c'est qu'il veut gagner le tour le plus vite possible et pas s'emmerder à devoir dépenser trop d'énergie ici. Donc pour moi, s'il n'essaye pas quelque chose dans Hautacam, là je vais remettre vraiment Vingegaard dans le jeu, qui est quand même Ah fort, oui. hein, qui est impressionnant. Alors Alexis, moi je te suis sur le Dauphiné, je trouve que le gap c'est quand même impressionnant. Donc là-dessus, si on se base sur le Dauphiné, c'est étonnant. Le Tour de l'année passée, moi je le mets même pas dans la balance, hein. On sait par où Vingegaard est passé. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais cette 10e étape est quand même, je ne trouve pas le terme, l'inverse de révélateur, hein. Ça vient rafler du brouillard parce que effectivement, je le disais, Pogacar qui reste dans l'œuf, même sur la fin, quand Remco attaque, parce que Remco Evenepoel, au moment attaque, c'est pas lui qui y va, c'est Only qui fait l'effort. Pourtant, c'est clair qu'en théorie, le dauphin attaque, c'est au maillot jaune à y aller. Pourquoi s'il ne le fait pas? Alors on va me dire après, oui, mais après il fait un sprint de Maboul. Oui, mais il le fait au moment où c'est le moins pentu de l'ascension. Et on sait que sur l'explosivité, il prend 10 mètres à tout le monde normalement. Et effectivement, si Lenny Martinez, on en revient, ne roule pas de façon totalement incompréhensible les 400 derniers mètres de l'ascension, je pense que derrière, ça revient, hein, il revient à 3 secondes, un truc comme ça. Donc c'est assez étonnant. Mais d'un autre côté, si effectivement Pogacar n'est pas si bien, pourquoi est-ce que Vingegaard n'a rien tenté? Parce qu'effectivement, on a vu Kuss essayer avec Jorgensen qui est arrivé, enfin, ils ont envoyé Simon Yates, il y avait Kempenarts, tout le plan se mettait en place, mais on n'a jamais vu l'attaque de Vingegaard. Et si on veut déstabiliser, si on veut harceler, comme on a souvent entendu le mot en début de tour, Pogacar, on le fait tout de suite. Et donc, c'est ça aussi. C'est vrai que j'aurais envie de donner un peu plus, aujourd'hui, peut-être un 55-45 pour Vingegaard, mais de nouveau, cette étape-ci, comme le chrono finalement, je sais pas. Jusqu'à 600 Ouais. mètres de l'arrivée, je me dis, bah, Pogacar, en fait, non, il est quand même plus fort. Et puis, ben ouais, mais pourquoi est-ce que Vingegaard alors parvient à le suivre? Et puis à un moment, on se dit, tiens, il va le déboîter, il va lui donner une petite leçon. Non, il reste derrière tranquillement. Je comprends pas. C'est une drôle de façon de rouler. C'est peut-être trop, peut-être pas à l'économie, mais trop au calcul, peut-être en fonction du plan. Il faudra prendre Ouais. dans telle ascension, ou bien il faut garder les forces pour tel grand tour qui arrive. Et là, effectivement, si c'est tout ça qui se met en place et qui nous donne effectivement la plus grande course de l'année, qui est parasitée par des choses comme ça, c'est dommage. Et c'est en ça où entre guillemets, boucle, mais c'est en ça où un Benili vient un peu rafraîchir tout ça. Est-ce que quand un Remco part, tu dis normalement c'est à Pogacar d'y aller. Moi dans ma tête, si Pogacar il est très très bien, je me dis il doit même rigoler, hein. Ah, vous voulez me harceler, mais quand Remco il y va, Jonas défendre ta deuxième place parce qu'en théorie c'est Peut-être. moi qui vais être premier, toi deuxième. Va. Moi je rigole que Remco il attaque et qu'il te prenne du temps et que tu bouges pas. Bon, peut-être pour ça qu'il. Moi, je pense qu'il répondra pas aux attaques de Remco, comme l'année dernière. Il laissera Jonas le faire, oui. Hmm. Peut-être. À voir. Sur Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, est-ce que vous avez encore quelque chose à mentionner en particulier? Ou bien on passe Oui. sur Remco? Oui?
Un tout petit truc. C'est dommage qu'aujourd'hui il vient gâcher le truc, mais sinon, on vit dans le multivers. C'est-à-dire que j'ai dit que Pogacar était un peu embêtant. Jonas, en tout début, si on accepte, on va oublier un petit peu l'instant présent, on va sortir d'aujourd'hui. C'est le coureur frisson, en fait, maintenant, Vingegaard. Et Ouais. Pogacar, pas du tout, c'est le coureur chiant. C'est fou. Franchement, c'est vraiment le multivers, comme tu dis. Ouais, Et ouais. ouais, rien d'autre à dire sur eux, simplement que on voit et on espère que Remco a perdu toute son explosivité pour jouer sur l'endurance et sur les cols ultra longs. Bah, eux, ils ont cassé ce code-là, hein. Ouais. Ils ont l'endurance bah, bien mieux que tous les autres. Et sur une attaque, ils prennent 50 mètres, c'est affolant. Oui, oui, Ouais, la ouais. différence, elle est incroyable. Après, c'est vrai que si on ne regarde pas le Tour de France et qu'on se contente de regarder après la 10e étape le classement, on se retrouve dans la même situation Mhm. que l'année passée. Pogacar devant, Remco Evenepoel en 2e position et Jonas Vingegaard en 3e position. On parle depuis maintenant un petit bout de temps de Tadej et de Jonas. Est-ce qu'on a raison de ne parler que d'eux? Est-ce qu'il faut intégrer Remco dans la discussion? Ou est-ce que Remco finalement, montre à chaque arrivée, en altitude, entre guillemets, en tout cas au sommet des petits murs, que, bah, il lui manque, cette petite explosivité pour pouvoir réellement lutter avec eux. Qu'est-ce que cette première partie de Tour de France vous inspire sur Remco Evenepoel? Damien, tu avais dit: «S'il n'a pas le maillot jaune, ce sera un gros échec». Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça ou bien est-ce que tu as envie de nuancer ton propos? Alors, je fais oui d'abord, premier réflexe, oui. Bon, là, on retombe sur la première étape, mais c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est pas Ouais. possible. Tu as une chance incroyable de prendre le maillot jaune. C'est faute professionnelle, mais bon, ça arrive. Il l'a reconnu, ils ont fait une erreur. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Le seul truc où je nuance un petit peu, c'est que si je me trompe pas, s'il n'y a pas cette bordure, le jour du Ouais. chrono, il loupe le maillot jaune pour un dixième de seconde ou un truc comme ça. Ouais. Donc, Et t'imagines la frustration, il quoi. fait pas un mauvais chrono. Il fait pas un mauvais chrono, mais t'imagines la frustration. Je Ouais. préfère encore qu'il le perde comme ça que de le perdre Je au dixième de Ouais. seconde. Je je pense qu'il n'aurait pas eu le maillot pour 3 secondes, qui sont en fait les 3 secondes, qu'il perd à Rouen, où il y a une Ah oui? petite cassure, mais Mhm. peut-être que s'il a effectivement, le maillot jaune, comme ambition à ce moment-là, peut-être qu'il fait l'effort pour ne pas perdre les 3 secondes. Ça, c'est à voir aussi. Mais tu vois, justement, ben, comme ça, on va y revenir. Rouen. Alors oui, c'est vrai, c'est pas la haute montagne, donc c'est pas le même type d'effort, donc on va garder un tout petit espoir. Enfin, moi, je le garde même pas. Alexis vient de le dire, hein, sur une accélération, mais c'est pas juste une accélération et puis ils vont se rasseoir et puis ça va revenir. Là, c'est parce qu'ils jouent les deux l'un contre l'autre, mais moi, je donne zéro chance à Remco de rester avec ces deux-là. Non. Zéro. Ils sont dans un autre monde, hein. Ouais, c'est affolant. Ouais, ouais, Et ouais. bah, voilà, Remco, c'est à lui de. Bon, là, il a attaqué, je suis assez content. On Mhm. n'a pas vu parce que c'était l'arrivée d'Ili, malheureusement, de Yates, pardon. Donc, on n'a pas vu comment est-ce que c'est revenu sur lui. Il a attaqué, c'est déjà ça, mais est-ce qu'on doit parler de lui en plus que de parler des autres? Bah, ce sera à lui de prouver ça, de prouver qu'on doit parler de lui. Et vu sa préparation et vu sa forme globale et sa manière de courir, j'ai l'impression que c'est à Otakam qu'on commencera éventuellement à parler de lui. Ouais, ouais, Après ouais. le chrono, évidemment. Oui, ben c'est clair. Ben, alors, il y a quelque chose qui est rassurant quelque part, c'est que même quand on n'est pas encore dans la montagne, c'est le seul qui termine systématiquement avec les 2, champions. Il y a 2 autres mecs qui l'ont fait, c'est Kevin Vauquelin et c'est Aujourd'hui. Oscar Onley. Effectivement, jusqu'à la montagne aujourd'hui. Oscar Onley continue, à rester dans le game. Kevin Vauquelin, petit coup de moins bien aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres mecs effectivement qu'on aurait attendu au même niveau, voire un peu plus haut. Je pense évidemment à Primoz Roglic qui nous avait habitués justement à avoir ce petit jump en fin d'ascension. On avait une première semaine qui était taillée pour lui. On sait qu'il est vieillissant, mais enfin, euh, qu'est-ce que vous pensez peut-être de Roglic en particulier? Et est-ce que Roglic, c'est, selon vous, le plus grand rival pour Remco et les 2 autres, en qu'à faire, mais pour venir s'insérer sur le podium à la place de Remco ou éventuellement de Tadej ou de Jonas? Je vais reciter le coup tordu, parce que Thibaut m'a fait mourir de rire. Il m'a dit, Roglic, on a l'impression qu'il est tombé dans le shit quand il était petit. Mais alors là, sur ce tour, il est d'un je m'en foutisme. Ouais. C'est hallucinant, en fait. Le gars dit, oh, je m'en fous maintenant, gagner ou pas, c'est bon, j'ai tout vécu. Incroyable. Peut-être que ça va lui réussir, va savoir.
Mais je sais pas, j'ai quand même du mal avec un je m'en foutais de pareil, et comme tu le dis, sur des profils qui lui vont plus ou moins bien, Ouais, peut-être plus à moins du coup, hein. l'imaginer. Maintenant, quand on voit les écarts qui ont été créés, qui d'autre? Qui d'autre? Je vais je vais me tirer une balle dans le pied, je vais contredire ce que j'avais dit. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, on a cité Lipovic dans la preview et je me suis d'un naturel dit: «Ah non, non, qu'on ne parle pas de Lipovic, faut arrêter le délire, il était à son top au Dauphiné». Ben, maintenant, je commence tout doucement à me poser la question, parce que oui, il a pas tout le temps fini avec. Bon, il a pas eu de chance, il a chuté et je sais pas s'il est pas un peu pénalisé sur certaines arrivées pur punch. J'attends Bah quand oui. même de le voir dans la montagne, Lipovic. C'est ça, je te rejoins ici, Damien, et je vais un peu tourner en rond, c'est toujours pareil, mais on a vraiment un Tour de France divisé en deux. Ascension courte en première partie, ascension longue sur la deuxième partie. Et c'est la seule et unique raison, selon moi, pour laquelle on voit aujourd'hui un Oscar Only aussi fort que Remco, ou un Oscar Only plus fort que Lipovic, ou plus fort que le Roglic version 2025, parce que j'ai vraiment l'impression, et c'est aussi l'âge, que Roglic a perdu en explosivité pour gagner en endurance. Voilà, il y a plusieurs explications à ça. Et voilà, Only, excellent coureur, mais une fois que les ascensions vont commencer à faire 40, 45 minutes, 1 heure, je pense que là, il y aura le rapport de force qui va vraiment s'inverser avec Remco, Roglic et Lipovic, voire d'autres. Mmh. Avec notamment, on l'a vu déjà aujourd'hui, alors que c'est un peu patchwork, mais un Vauquelin. Parce que j'ai Oui, oublié de le citer exactement tantôt, pareil. je fais un retour en arrière, je suis vraiment désolé, mais parce que je voulais vraiment le citer. Un des trucs qui m'a déplu, même s'ils avaient tout à fait le droit, c'est qu'on n'ait pas accordé le bon de sortie à Vauquelin en début de tour, Ouais, parce qu'il a tout fait bien. J'aurais c'est vrai. tellement aimé qu'il ait sa chance chez lui en plus. Et Mais bon, ils ont tout à fait le droit, hein, de ne pas le laisser sortir, mais c'est pas une menace, on le sait. Enfin, qu'on arrête de me faire croire que ce mec-là est une menace, quoi, tu vois. C'est un très bon puncher qui se débrouille pas trop mal en montagne, mais qui au mieux fera un top 10. Et bah je oui. suis même pas convaincu, quoi. Donc, Et à contrario, déçu qu'il n'ait pas eu le bon de sortie, mais aussi, on l'a pas cité, il fait partie des coureurs de ces 10 premiers jours. bien sûr. C'est Ouais. honnêtement, dans ce que j'ai apprécié, hein, rappelez-vous, en début d'émission, on a dit, tiens, un truc qu'on a bien aimé, c'était mon coup de cœur, c'était Kevin Vauquelin cette première semaine, Mhm. jusqu'à ce que Benili aille chercher le maillot, parce que Mhm. Benili faisait 2 fois un coup sensationnel, et donc voilà, je ne pouvais pas ne pas citer Benili, mais effectivement, Kevin Vauquelin, très, très hypant. C'est d'ailleurs assez marquant, je trouve. Tu as évoqué, Damien, le cyclisme belge tout à l'heure, qui pleure et qui rit, mais qui rit quand même plus qu'il ne pleure pour l'instant, malgré tout ce qui se passe. Le cyclisme français, on sent quand même qu'il y a là cette nouvelle génération qui arrive petit à petit, avec peut-être pas un vainqueur de grand tour, mais en tout cas avec énormément de potentiel. On a cité Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, on a vu aussi Romain Grégoire très fort en début de tour, il n'y a pas manqué grand-chose. Il y a un Jordan Gégat qui impressionne vraiment aussi, qui joue avec les meilleurs pour aller chercher un top 10. Guillaume Martin reste autour de la 15e place et va certainement bénéficier à un moment ou un autre d'une échappée pour reprendre 6-7 minutes comme à son habitude. Donc, il y a de belles choses aussi à voir dans ce cyclisme hexagonal. Mhm. Mhm. Et pour revenir sur la question, parce que du coup, c'est moi qui nous ai ramené en arrière, désolé, mais tu parlais d'un candidat podium. Toi, on n'a pas eu ton avis finalement. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un tour qui est divisé en 2 parties avec des ascensions courtes qui ont bénéficié à peut-être un Oscar Only, des ascensions longues qui vont bénéficier à d'autres. Alors à qui? Beh, effectivement, si on regarde l'ordre du classement, hem, il y a Jorgenson qui sera un peu l'inconnu. Jorgenson, c'est cet équipier qui, à un moment ou un autre, va devoir se mettre à plat ventre pour Vingegaard, si le plan, c'est effectivement de gagner le Tour de France. Si le plan, c'est de mettre 2 mecs sur, le podium sans forcément être sur la première place, là, ça pourrait changer. Mais Jorgenson, à mon sens, sera le plus dangereux pour Remco sur ces 3e marches du podium. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a effectivement un Lipovic ou un Roglic qui sont déjà à plus de 2 minutes. Gall, Carlos Rodriguez, Mas, ils sont à plus de 4 minutes. Alors en haute montagne, ça peut aller très vite, hein. Il suffit d'une petite défaillance, pardon, et on perd plus de 4 minutes. Mais si on part du principe que Remco n'aura pas de défaillance, je ne peux pas imaginer Remco Evenepoel perdre 4 minutes sur un Enric Mas ou sur un Carlos Rodriguez ou un Félix Gall. À moins que ces mecs-là, de par leur situation vis-à-vis, non pas de Remco, mais vis-à-vis plus tard de Pogacar et de Vingegaard, bénéficient d'un bon de sortie. Parce que là, effectivement, on va se trouver que le problème principal de Remco, c'est que si c'est à Remco à devoir faire rouler son équipe pour protéger une 3e place, il n'y aura pas grand monde, hein. On l'a encore vu aujourd'hui, un Valentin Paré-Peintre n'est pas. Alors, on ne devait pas forcément l'attendre avant Otakam, etc., hein, mais
il est quand même pas dans la forme dans laquelle on l'a vu sur le Giro l'année passée. Ilan Van Wilder, c'était quand même très, très, très limite. Et puis derrière, bah, les Sharkman et une corne, oui, ils sont là quand il faut un peu produire sur le plat, mais sinon, c'est tout. Il y a Cattaneo Mm. qui aurait pu peut-être servir, il n'est plus là. Donc là, par contre, il va falloir voir comment ça va se passer. Et si, en admettant qu'un Lipovic et un Roglic s'amusent, entre guillemets, à harceler euh, Remco, ben là, ça pourrait peut-être effectivement faire claquer le Belge. Mais voilà, je- à part Jorgensen, si Remco n'a pas de défaillance, je ne vois personne aller le rechercher. Ouais, Mhm. surtout que les mecs que tu cites, ils sont pas en forme. En plus, c'est pas les bons Carlos Rodriguez, Gall. Ça allait plus ou moins ce Tour de Suisse, hein, mais quand je vois le début de tour, voilà. Ouais, je sais pas. Par contre, je me demande, je vais vous demander votre avis, et, là on en parle et je me pose une question. Je me demande si je préférerais pas que Remco prenne un tir, mais c'est-à-dire que les deux autres prennent une énorme avance, hein. Pas un tir par rapport au reste, que Remco reste le meilleur des autres, mais que les deux autres prennent une énorme avance pour que même Remco puisse avoir son bon de sortie, en fait. Pour que même bah, les deux autres ils se neutralisent. Ouais, ça va. Remco il est à 7 minutes là, à 6 minutes. Bon, on lui laisse pas 10 minutes en début d'étape, hein, mais si dans un final comme ça revient, ça se joue l'étape et il dit bon, les deux autres se regardent un peu, je mets un peu comme aujourd'hui, mais en montagne, et que les deux autres se disent ouais, bah au final ça va, vas-y Remco, t'es pas un danger pour nous. Je me demande si je préférerais pas ça pour l'espérer pouvoir prendre Offensif. une étape. Ben ouais, parce qu'en fait, ou sinon je sais pas comment il prend une étape, hein. S'il Ah reste bah trop non. près, je sais pas comment il fait. Non, bah c'est vrai que si très vite le top 2 devient impossible, bah, on le verra peut-être plus offensif pour aller chercher des victoires d'étape, ça peut être intéressant. Ou alors l'année prochaine. Si là il Ouais. se prend encore 10 minutes, peut-être qu'il se dira bon, ça suffit, je vais courir autrement. Bah oui, Ouais, mais ça peut être sympa. ouais, on avait dit qu'effectivement Remco devait prendre le jaune au soir à Caen. À cause de la bordure de la première étape, ce n'était pour ainsi dire pas possible. Il a remporté quand même son chrono et haut la main. C'est parce que Pogacar a fait un chrono stratosphérique. Euh, il est bien parti pour réitérer cette troisième place. Euh, pour vous, est-ce que le Tour de Remco sera mieux réussi dans cet état de figure actuel, c'est-à-dire il termine troisième avec le chrono dans sa poche, ou bien, quitte à ce qu'il termine peut-être 4 ou cinquième, qu'il a cherché une deuxième victoire d'étape, en ligne cette fois-ci. Moi, je préfère. Niveau sentiment, je préfère certainement l'étape, mais pour moi, il est plus réussi s'il fait encore troisième. Ouais. Je pense que vu que c'est ce qu'il a préparé cette année, j'ai encore envie de le voir. En tout cas au début, voir ce qu'il vaut en version 2025 avec full préparation selon lui, voir ce qu'il vaut face à Vingegaard et Pogacar sur les très longues ascensions. Il a encore dit avant-hier, plus les ascensions seront longues, mieux ce sera pour moi. Donc pour l'instant, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais si à Otakam et Mont Ventoux, il prend un tir, bah là, écoute, arrête quoi, cours autrement. Ouais, ouais. Ben, ah ouais, tu vois, moi, c'est face à eux, mais c'est aussi dans l'autre sens. Je veux qu'ils confirment qu'il est au-dessus du reste. Ah oui, oui, non, mais ça, oui, oui, oui. Donc voilà, après, c'est vrai que on y revient. S'il prend tous les risques pour aller claquer une étape et qu'il finit quatrième, mais qu'en fait, on sait très bien que sur le papier, c'est lui le troisième plus fort, que c'est juste il a fait preuve Mhm. de beaucoup plus de panache et tout ça, alors je pourrais te dire que c'est plus réussi. C'est difficile, ça dépend comment. Ça dépend comment. Mais si tu me dis, il est cinquième plus fort dans la hiérarchie, mais il a gagné une étape, ah non, alors ça me va pas. Je veux qu'il soit Oui, non, je troisième suis dans la d'accord. hiérarchie, quoi. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Ce serait un gros échec que Remco soit pas troisième de la hiérarchie, tellement il est censé être, mais largement supérieur aux autres. Mhm. Mais on verra, c'est qu'on l'a dit, hein, un tour divisé en deux. On a un classement général qui est déjà pas mal formé, avec un Benili en jaune. C'est vrai qu'on a dit tantôt que Pogacar en jaune, mais non, c'est Benili. On n'est même pas. C'est tellement on Hmm. n'est pas habitué à voir Pogacar lâcher le maillot. Mais donc c'est Benili effectivement qui repartira ici après jeune repos avec le jaune sur les épaules. Mhm. Oh, Benili qui est bien parti certainement pour faire un top 10 comme d'autres l'ont fait par le passé. Il faudra voir comment il va pouvoir enchaîner toutes ces étapes de haute montagne. C'est compliqué, mais pourquoi pas avec la force du maillot, sait-on jamais. Par contre, effectivement, on va rentrer dans un profil de tour qui est drastiquement différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc peut-être que tout ce qu'on vient de raconter pendant une heure, eh bien, les coureurs, puisque c'est eux qui font la course, tu l'as bien rappelé, Damien, en début d'émission, peut-être que les coureurs vont nous faire mentir et qu'on aura tout à fait autre chose.
Peut-être pour terminer, si, vous pouviez, avoir un souhait, hein, on a trouvé une lampe avec un génie, on est 3, on a droit à 3 souhaits. Si vous avez un souhait pour cette, 2e partie finalement de Tour de France, ce serait quoi? C'est compliqué, hein. Peut-être le temps de vous laisser réfléchir, je vais vous donner mon souhait. Mmh. Mon souhait, ce serait, bah, voilà, on est belge, ce serait que Remco Evenepoel aille effectivement chercher cette 2e victoire, sur, une étape, en ligne cette fois-ci, parce que les chronos, c'est bien beau, il est certainement le meilleur rouleur, de sa génération, en tous les cas, actuellement. Mais c'est vrai qu'on aimerait voir, le Belge, aller chercher une étape à la pédale, face à tous les meilleurs dans ce Tour de France. Donc voilà, si en tant que Belge, j'avais droit à un vœu, à un souhait, ce serait Remco qui gagne, cette étape avec un petit joker. Si c'est pas Remco, ce serait Lennart Van Eetvelt qu'on ne voit Ah, Ouais. absolument pas sur ce Tour de France. Malheureusement, les chutes, trop régulières font que le garçon est très diminué. Je ne pense pas qu'on le verra encore longtemps sur ce Tour, d'autant qu'il a le Tour de Suisse qui va, Tour d'Espagne pardon, qui va arriver par après. Mais donc voilà, une petite victoire belge encore sur cette, 2e et 3e semaine, ce serait chouette. Ouais, moi je dirais, bah, pour dire autre chose, je dirais du suspense entre les deux premiers, pourquoi pas les trois premiers, et beaucoup moins d'écart que ce soit sur le chrono ou sur le niveau affiché entre tout le monde. Beaucoup moins d'écart que l'année dernière. C'est bien parce que le petit plateau, ils se mettent quand même fort d'accord. Ce que je voulais dire du suspense, c'est dit. Bon, du coup, je vais pas le faire vu qu'on a 3 souhaits. Je voulais peut-être une victoire de Lennert, c'est dit. Donc, du coup, je vais pas le faire vu qu'on a 3 souhaits. Bah, du coup, tant qu'à faire, moi, je vais souhaiter une victoire à Arnaud Delis, hein, sait-on jamais. Pourquoi pas? Ah, tout à fait. Il s'en rapproche. Et Ouais. voilà. On verra ça. En tous les cas, première journée de repos de ce Tour de France. Rien n'est fait. Il reste encore 11 étapes, dont la haute montagne qui va arriver très bientôt. Pas tout de suite, hein. On aura d'abord une étape autour de Toulouse et puis ce serait effectivement l'ascension d'Otakam, un lieu symbolique pour l'affrontement entre Pogacar et Vingegaard. On s'en rappelle. Est-ce que Van Aert sera dans la même configuration? On en doute, mais enfin, sait-on jamais. On verra ça. En tout cas, Alexis, Damien, je vous souhaite une bonne suite de Tour de France et on se retrouvera rapidement sur le petit plateau. Ciao, ciao! À Ciao. bientôt, salut!